Merci beaucoup. Bien. Et je vous remercie particulièrement pour cet exercice. Alors, vous avez essayé de tout tenir en même temps, hein, finalement. Il y a du terrain, il y a du didactique, il y a de la théorie, il y a de l'ouverture, il y a des perches tendues à d'autres interventions. Je vous propose qu'on discute en deux temps, qui est un temps de mise à l'épreuve, de discussion sur vos résultats et votre méthode et votre approche, et puis qu'on prenne quand même un deuxième temps sur qu'est-ce qu'on fait de ce colloque. Moi, j'y tiens. C'est-à-dire qu'on cogite à l'étape d'après. Bon, on vient de faire quelque chose d'un peu expérimental, hein. On a mis bout à bout beaucoup de choses. À mon avis, il y a beaucoup de passerelles à imaginer pour que ça tienne ensemble. Et quels sont les éléments qui seraient les plus intéressants à défendre pour continuer cette entreprise. On commence par la première. Il y a deux mains qui se lèvent. Moi, je poserai aussi une question. Jean de Maillard. Je comprends mieux vos questions ou vos remarques de ce matin, enfin, ou de tout à l'heure. Il me semble... personnellement, votre analyse ne me gêne pas du tout. Simplement, je pense qu'il y a une dimension qui doit être réintégrée, c'est celle de l'histoire. Vous appelez-vous ça culturalisme, et je comprends où peut se trouver le point de divergence, il est peut-être simplement sémantique, c'est que vous généralisez, et vous avez raison, je veux dire, la question de l'arrangement. Il n'y a pas de société sans arrangement par rapport à la norme. Personnellement, je pense même que par rapport à la typologie de Max Weber que j'évoquais tout à l'heure, et le point que je n'avais pas repris, qui est celui, pour Max Weber, qui caractérise l'État, comme on dit traditionnellement, par le monopole de la violence légitime. Personnellement, je pense qu'on devrait définir l'État par le monopole de l'illégalité légitime. Et à ce moment-là, on aurait une source de réflexion, à mon avis, infiniment plus grande, puisque l'État étant celui qui énumère la norme, c'est le seul qui soit en mesure de pouvoir dépasser la norme et se situer en dehors de la norme qu'il prescrit, puisque finalement, le plus grand transgresseur de normes, c'est le législateur. Donc, cette approche... elle n'est compréhensible, me semble-t-il, et elle trouve sa texture. C'est-à-dire qu'en bon structuraliste, vous avez trouvé le squelette, mais après, il faut mettre la chair. Et la chair, je pense, c'est l'histoire. Et c'est là qu'on peut comprendre que les modes d'arrangement diffèrent dans des contextes socio-historiques différents, et que le contexte de la Sicile n'est pas celui du Piémont, celui de Corse n'est pas celui de Paris, etc. Merci. On va faire un tour de questions. Oui, mon tour. Merci. Je voudrais d'abord remercier et féliciter mes collègues qui se livrent à un exercice tout à fait rare dans nos disciplines des études urbaines, en particulier en géographie-urbanisme, qui revient à forger un concept nouveau et qui n'hésite pas à défendre, à proposer, à illustrer. Et je suis tout à fait, moi, favorable à cet exercice, avec les limites et les critiques qu'il peut susciter. Donc, toute une série de catégories qui sont déconstruites pour forger un contexte nouveau, un concept nouveau, donc qui tient en même temps un transsexuel génois, un intermédiaire camerounais et un élu palermitain. Alors, c'est assez séduisant. Honnêtement, ça marche bien. Moi, j'ai pensé à des choses que je connais un peu mieux, par exemple l'abusivisme, hein, donc la construction informelle, illégale, je ne sais pas trop comment traduire, il n'y a pas vraiment de mot qui correspond. Si je reprends un peu ce que vous avez dit, ça marche très bien. Il y a un abusivisme de pauvreté, un abusivisme de luxe. Il y a une forte interpénétration entre la construction légale et illégale. Aujourd'hui, morphologiquement, dans des vues satellitales, on n'arrive presque plus à faire la différence entre les anciennes borgate et les quartiers dits légaux. L'abusivismo est aussi intimement lié au système de planification italien, c'est très clair. Il n'y a pas une ville du plan et une ville hors du plan. Toutefois, et je viens donc à ma principale interrogation,
J'en aurai une très rapide après. Je ne vais pas parler d'histoire, moi, mais il me semble que s'il est une dimension qui pourrait manquer à l'analyse, c'est celle des rapports socio-économiques. Donc, parce que vous avez parlé de Bourdieu, mais par exemple, analyser l'abusivisme sous la seule focale du régime urbain et on va dire des limites et des contraintes du système de planification italienne, et sans parler des rapports de domination dans la production de l'espace urbain, de l'espace foncier, des questions immobilières, de l'offre et de la demande, ça me paraît quand même un petit peu aventureux. Donc dites-moi dans quelle mesure vous prenez en compte ces éléments en tant que géographe, et ce sera justement ma dernière remarque. Elle n'est pas du tout disciplinaire, hein. Moi je me considère, je me définis par mon objet beaucoup plus que par ma discipline, mais j'aimerais vous demander quelle est la spécificité de l'apport géographique dans vos travaux. Vous avez cité énormément de chercheurs en sciences politiques, sociologie politique, anthropologie. Est-ce qu'il y a une prise en compte particulière de la spatialité et quelle est la place de la spatialité dans cette informalité politique? Merci. Merci. On prend une troisième question? Non, on a une deuxième étape après sur comment. Alors, je vais poser la troisième question dans le même après la question de l'épaisseur socio-historique et de la violence économique. Moi, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur le tournant urbain ou le tournant métropolitain. Je ne sais pas de quel urbain vous parlez. Bon, vous faites référence à la théorie des régimes urbains. Mais quel est l'intérêt? Enfin, dans votre modèle, quel est l'intérêt? Et il me semble que ça fait quand même beaucoup écho à de nombreux débats où, moi, en tant que politique, j'étais en difficulté quand j'entendais les témoignages parce que je voulais savoir de quel type d'urbanité on parlait, dans quel contexte on parlait de la mafia. Il me semble que l'urbanité d'aujourd'hui et l'urbanité d'il y a 20 ans, ce n'est pas la même et qu'on l'a beaucoup dit, local, global, les réarticulations ne sont plus les mêmes. Et du coup, j'aimerais vous entendre plus sur ce terrain. Et c'est amusant, l'idée qu'il y a beaucoup de références à la science politique. Moi, en sortant de ces 2 journées, je me dis que c'était pas un congrès de médecine, certainement pas, mais c'était un colloque de sciences politiques sur la décentralisation. C'est-à-dire que finalement, on a beaucoup parlé de façon masquée de l'action publique locale, de l'action publique nationale, mais de la décentralisation, d'un nouveau processus lié à la globalisation, enchevêtré dans la globalisation. Donc, c'est trois questions. Histoire, économie, urbanité. À vous. Merci beaucoup pour ces questions stimulantes. Pour le premier point sur la définition de l'État comme monopole de l'illégalité légitime, je trouve ça intéressant. Il y a quelques éléments dans les travaux d'Anania Roy qui reprennent Agamben qui évoquait la question de la suspension d'un registre légal par l'État à des fins d'aménagement et qui essayait justement de montrer, et c'est quelque chose qui nous a inspiré au départ de nos travaux, cette prégnance du coup de ces logiques qui ne sont pas simplement, comme on a souvent, comme on les ramène souvent, simplement articulées à des populations en difficulté, dans des bidonvilles, etc. Donc effectivement, je trouve intéressant la définition que vous proposez à cet égard. Sur la question de l'épaisseur et de la dimension historique, alors on ne va pas dire qu'on est géographe, ça serait une très mauvaise réponse, et justement, ce n'est pas du tout cela. On a conclu un peu rapidement sur la question de la comparaison, de la nécessité d'une approche comparative. C'est vrai qu'on a présenté quelque chose qui ressemble peut-être davantage à un squelette sans chair, parce qu'on a parlé un peu rapidement, etc. Mais l'enjeu pour nous, et il est sans doute pas réglé, mais c'est vraiment d'essayer de trouver des outils pour qu'on puisse, déjà les 8 chercheurs qui composions le collectif inverse, l'enjeu c'était d'arriver à trouver un langage commun pour évoquer aussi bien l'économie de la nuit à Manille que effectivement la question des prisons dans leur relation à certains quartiers urbains à Yaoundé, que des marchés publics en Sicile, que les périphéries de Lima, etc. Donc l'enjeu, c'était vraiment cela. Et donc on se reconnaissait dans une démarche comparative qui est plus large et où en fait on compare des configurations dans lesquelles il me semble que à partir du moment où on questionne la pérennisation, on entre dans une démarche, on essaye de donner droit également au temps long de certaines dynamiques.
faudrait l'illustrer par des terrains, mais j'imagine que le temps va être un petit peu compté. Sur les rapports socio-économiques... Non, je réponds. D'accord. Ouais. D'accord. Sur la question socio-économique et comme tu employais le terme de domination, évidemment, ce n'est pas du tout une dimension que l'on souhaite évacuer et laisser de côté et nier des rapports qui sont structurants et qui qualifient des places, des positions, etc. Mais l'idée, c'était aussi de questionner les capacités d'action depuis le bas. Donc là, on s'inspirait de travaux menés dans les subaltern studies, etc. C'est-à-dire de revoir également, c'est un jour dynamique, les médiations qui peuvent s'opérer entre des populations en situation de domination et des acteurs publics, privés, qui semblent disposer de davantage de ressources et de capacités à définir les voies du développement urbain. Voilà, donc en fait, on contourne effectivement dans un premier temps ces logiques, mais évidemment, l'enjeu n'est pas de les évacuer. Je mentionnais... Vas-y. Est-ce que, excuse-moi, pour compléter et continuer de te répondre, Aurélien, l'idée c'est de voir comment des consensus locaux s'opérationnalisent. Voilà, on fait peut-être un pas de côté, mais on n'oublie pas un certain nombre d'éléments. Mais l'idée c'est de voir comment se construisent des consensus locaux, comment se construisent des niveaux d'arrangement, et ensuite comment ça s'opérationnalise, comment ça se concrétise sur le terrain. Voilà. Donc c'est d'où une lecture politique et pas socio-économique de l'informalité. Pour compléter, donc je travaillais également sur les ambulants à Gênes, les vendeurs ambulants sénégalais dans le port de Gênes, donc qui vendent à la fois, soit des marchandises contrefaites pour certains d'entre eux, soit des petits bracelets, etc. Donc évidemment, on a là une triple situation une situation, on pourrait dire, de domination, mais ce qui m'intéressait, c'était justement de repérer toutes les façons dont ils opèrent des médiations, malgré tout, avec soit les forces de l'ordre pour négocier des micro-tolérances qui, évidemment, ne changent pas les modalités de leur business, mais permet d'expliquer ce qui, au départ, pour moi, est un vrai paradoxe, c'est-à-dire qu'en dépit d'un balai des forces de l'ordre, carabinieri et Guardia di Finanza, etc., tous les jours, ils continuaient à être face à l'aquarium de Gênes, qui accueille 1,5 million de visiteurs, etc. Et puis, la deuxième chose, c'est comment également ils opéraient, comment ils s'articulaient avec aussi bien le préfet, l'assesseur au droit et à la légalité, voilà, comment des médiations s'opéraient et permettaient d'expliquer que malgré une situation qu'on pourrait qualifier comme ça rapidement de domination, il y ait des médiations qui s'opèrent et finalement qui restent sur place. J'ai noté. Alors après, sur la dimension urbaine, alors c'est une vraie difficulté parce qu'effectivement, on a déjà présenté les choses, on dit en fait, dans quelle mesure, donc notamment des géographes ruralistes, dans quelle mesure ce qu'on présente est véritablement spécifique au monde urbain. Là, on est sans doute peut-être, dans un premier temps, victime des cloisonnements disciplinaires, c'est-à-dire on est vraiment pris, alors plus que dans la géo, peut-être pour certains d'entre nous, dans les urban studies, etc. Après, alors, les questionnements de départ, c'était souvent comment expliquer le maintien sur place, le contrôle de ressources territorialisées, comment arriver à comprendre des logiques de régulation alternatives dans certains quartiers, etc. Donc on avait un questionnement qui malgré tout partait de modalités d'appropriation et qui partait de l'espace. Voilà, même si on essayait d'interroger les dimensions politiques de ce contrôle spatial. Je vous laisse poursuivre les réponses. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe au temps 2. Le temps 2, c'est le défi de Céline. Je regarde Céline Torisi. Je vais vous obliger à parler, Céline. Il me semble, moi j'aimerais vous entendre parce que il y avait une ambition dans ce colloque. Mais c'est un vrai défi avec beaucoup de zones d'ombre. Et après, je propose que d'autres personnes témoignent aussi. Qu'est-ce qu'on fait d'un colloque de ce type où à la fois on a eu de l'information de terrain. Moi, il y a des moments où je me disais, il y a un laboratoire là où je viens capter des informations parce qu'il y a des informations de première main, il y a des témoignages, il y a des jeux de rôle, y compris qui se jouent dans ce colloque et qui nous informent sur le sujet. Vous, par rapport à votre thèse, comment vous saisissez de ces 2 journées et comment quels sont les, on va dire, points forts, points faibles, si on pouvait déjà faire un bilan à chaud de ce type d'exercice? À la salle. Non. Alors,
Je prends la parole, je vous prie de m'excuser, d'être indulgent à mon égard, parce que je vais vous exposer un ensemble d'idées qui me viennent de manière foisonnante. Je n'ai absolument pas eu le temps de... Je vais essayer de faire un petit topo conclusif d'ouverture pour faire le bilan, mais je n'ai même pas eu le temps de le faire, donc je m'excuse si le propos... Ouais, mais je vais faire des bêtises. Donc je m'excuse si le propos manque de logique, de cohérence, je ne sais quoi, on prendra le temps de réélaborer tout ça, et c'est un bien que le colloque ait été enregistré, parce qu'il y a vraiment une richesse qui est sortie de ces 2 journées, de tout point de vue. Du coup, je ne vais pas recommencer. Par rapport à la thèse, on va partir du premier point. Alors, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai souffert également d'un défaut qui est peut-être bien évidemment lié à la profane que j'étais en recherche, mais en droit également, parce que je ne suis pas juriste à la base, et je me suis lancée dans une thèse de droit public, et à l'approche d'un phénomène qui m'était largement inconnu, mais qui, à mon sens, a constitué au final une richesse, c'était de porter un regard totalement vierge sur le phénomène. Mais sauf que j'avais l'impression de ne pas comprendre l'Italie, parce que je suis partie, moi aussi, avec cette lecture, ce récit, cette narration française de l'État, dont on en est de toute manière imprégné, de manière inconsciente. Et là, je ne dis rien de nouveau. Et puis, il a fallu des années, des semaines, des rencontres avec les acteurs, une imprégnation... et excusez aussi les italianismes que je vais certainement produire dans mon allocution, dans la société italienne, pour m'écarter de manière assez rapide en fait, de cette question de la spécificité italienne. Et non pas parce que j'avais une approche comparative ou une quelconque comparaison avec le système français, mais tout simplement parce que, même d'un point de vue du droit, j'ai assez vite remis en question cette façon avec laquelle est-ce qu'on nous impose une grille de lecture de la réalité, on nous impose cette lecture de l'État-nation, on nous impose cette lecture de l'État centralisé, et on nous impose également un récit enchanté de la décentralisation, à mon sens. En tout cas, c'est ce que j'avance dans ma thèse. J'ai remis en cause mes hypothèses qui justifient également le retard dans mon travail de recherche. Et au-delà des enquêtes de terrain, et ça peut être un danger, et j'en suis bien consciente, mais j'essaie aussi, comme tout chercheur, je pense, de me laisser guider par quelques intuitions, au départ, bien évidemment, en les remettant en question. Mais je pense que l'intuition est fondamentale dans le travail de recherche. Et pour ce qui concerne, par exemple, la notion d'infiltration mafieuse, qui est quand même le point de départ du colloque, il était extrêmement intéressant d'entendre les chercheurs et également les acteurs, parce qu'en fin de compte, ce qui, à mon avis, ressort, il y a un élément, c'est que quand bien même veut-on dépasser l'approche binaire, quand bien même se vante-t-on de dépasser cette approche dualiste, cette approche du légal, de l'illégal, on reste, à mon sens, encore et toujours esclave, d'une manière ou d'une autre, de l'approche dualiste, parce qu'on essaie de la déplacer en créant d'autres. On crée d'autres catégories, mais on crée toujours des catégories. Ce ne sera pas le noir contre le blanc, ce sera éventuellement le gris contre d'autres tonalités, ce sera d'autres concepts. Et je crois que si... là encore, je parle pour moi, enfin, le discours que je suis en train de tenir, il est à ma propre destination, c'est-à-dire que c'est absolument pas une accusation, mais si on veut véritablement s'immerger dans la complexité, qui était en fin de compte, on va dire un petit peu le fil rouge peut-être des 2 journées, et ben je crois qu'il faut être audacieux et aller jusqu'au bout. Et je n'en sais absolument rien, mais ne peut-on pas essayer de penser de manière différente ces phénomènes, cette société. Je vais illustrer mon propos à partir des infiltrations mafieuses, comme ça ce sera peut-être un peu plus clair, en allant au-delà de la catégorisation. Parce qu'en fin de compte, même le très riche exposé que vous nous avez présenté sur l'informalité, bien évidemment, il faut revenir sur l'interdépendance, l'intrication. Mais quand on parle d'interdépendance, on a toujours une interdépendance entre 2 points, 2 acteurs, 2 situations. Alors, bien, il faut se concentrer sur ce flux, sur quelque chose de mouvant. Et en fait, aujourd'hui, à mon avis, le chercheur doit essayer de saisir, de comprendre le mouvant et non plus le statique, et de saisir les évolutions. Et donc, je pense que raisonner
encore en termes de système, est intéressant, mais non pas pour proposer un nouveau système ou un nouveau modèle, mais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, à l'intérieur de ce système, que l'on postule mouvant, parce qu'en fin de compte, si on n'arrive pas à définir une spécificité qu'il n'y a pas, ou si l'on peine parfois même à dialoguer entre les disciplines, c'est bien évidemment, nous avons le même objet de recherche, mais ce qui, à mon avis, nous échappe et ce qui, à mon avis, caractérise la société postmoderne, c'est justement cette fluidité. Et on le sait, mais on n'arrive pas à trouver ces outils. Alors, comment fait-on d'un point de vue de la recherche? Et ça, je pense que c'est bon pour tout le monde. Et pour les juristes, je ne dis pas que c'est vraiment en causation juridique, mais comment le droit peut penser le mouvant? Et l'exemple des infiltrations mafieuses est, à mon sens, en tout cas, certainement parce que je le connais, mais quand on vous parle de la procédure de dissolution des communes pour infiltration mafieuse, on vous dit qu'on a, en fin de compte, elle est venue combler les lacunes du droit pénal. Je ne reviens pas sur les détails. Et donc, on crée un outil qui relève du droit administratif, qui nous dit, eh bien voilà, il y a des situations où, dès lors qu'on a 3 éléments extrêmement vagues, le préfet peut engager la procédure de dissolution. Et le débat est ressorti hier, et le préfet Schilardi l'a bien échappé, c'est ce que vous avez souligné. Mais quels sont les critères? Donc ça pose un problème d'un point de vue du droit, parce qu'il y a quand même certains aspects de sécurité juridique qui ne sont absolument pas garantis, mais ça c'est un débat que je laisse aux juristes. Mais la procédure de dissolution est intéressante, puisqu'on a toute une série une multiplicité de situations, d'institutions publiques locales infiltrées par les organisations mafieuses, dont on le sait et on ne le sait pas, et les critères de définition du moment où on va envoyer la commission d'acces, on ne l'a pas, mais je pense que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on continue à aller chercher ces critères. Il faut prendre acte qu'il n'y aura pas, il y en aura certains, mais le droit pénal les pose déjà. Mais il y a un moment donné, il y a cette zone, j'y ai réfléchi, donc c'est l'ouverture, mais il faut qu'on arrive à penser comment conceptualiser cette multiplicité de situations, cette situation flexible. Et je ne veux pas dilungar, mais je ne veux pas encore monopoliser davantage la parole, mais donc en fin de compte, je pense qu'il faut qu'on arrive à penser d'un point de vue théorique, à passer, à aller au-delà de cette approche dualiste et statique pour entrer dans l'approche multiple et dynamique. Et en fait, je crois que, et j'essaye de faire des liens qui sont que la logique peut-être n'entendra pas, mais je crois que c'est aussi lié au rapport que le chercheur a au temps. Au rapport que le chercheur a au temps, je pense qu'on est tous conscients, il faut l'être davantage, surtout quand on travaille sur les phénomènes de l'informel et sur les phénomènes du souterrain, de ce qui n'est pas visible, c'est que de toute manière, on arrive tard. Je veux dire, on étudie... Alors, la magistrature, parce que je parle du point de vue du droit, arrive déjà tard, et donc par exemple là je me relie à ce qui a été dit sur la situation française. Alors il n'y a pas de mafia, il y en a pas, mais il y a une situation d'omerta, mais fondamentalement on est exactement dans la même situation que l'Italie il y a 30 ans, c'est que peut-être que dans 20 ans nous découvrirons, on parlera en France d'un système mafieux qui est en train de gangréner d'une autre manière la situation, mais c'est un point d'intégration, on n'en sait rien. Et donc dans la mesure où le chercheur en sciences sociales et qui étudie ces phénomènes accède à son objet par l'intermédiaire de sources qui sont judiciaires, et même quand bien même on fait des entretiens, on pourrait nous dire on peut avoir l'accès à l'information directement. Mais quand on va faire des entretiens, il faut aussi avoir l'humilité, à mon sens, de savoir que il y a forcément quelque chose qui nous échappe. Tout entretien qui pourra même fait en Italie sur le phénomène mafieux, il y a un temps de compréhension du contexte dans lequel il évolue et de ce temps de mise à distance des éléments avec des grilles de lecture qui sont les nôtres. Et il y a un temps, ce rapport du temps à la recherche se décline également quand on s'intéresse aux résultats que l'on veut donner et à l'objectif que l'on veut se donner dans notre travail de recherche. Alors soit on reste de très bons universitaires enfermés dans leur tour d'ivoire, et c'est absolument pas le cas de ce colloque et de toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui, soit on essaye de produire une recherche qui va avoir une emprise, aussi minime soit-elle, sur la société. Et dans ce cas-là, je crois que le rapport au temps est que fais-je ? J'essaye de comprendre ce qui est passé jusqu'au J-1 hier, où j'essaye de me lancer dans une analyse éventuellement de prospective. Et c'est là où, si on arrive à penser le mouvant, on pourra alors se projeter vers voilà, c'est ce qui ressort de manière très déconstruite et illogique. Pas du tout. Merci beaucoup, Céline. C'est passionnant pour nous. On voit à l'intérieur comment... On retiendra à penser le mouvant
C'est un fil. Et ce que vous dites sur le temps, hier, moi, j'avais été saisi quand Antonio Arditour a dit plusieurs fois la question de la vitesse, c'est dramatique. Le fait qu'on soit toujours en échec. Si on va trop vite, si on anticipe, on se trompe. Et si on attend, on a déjà perdu la guerre. Et je trouvais, il l'a répété plusieurs fois, choix dramatique. Je me disais, il y a en effet dans cet objet insaisissable, il y a la question du temps, quoi. Si on n'anticipe pas forcément où il faut, et si on attend, ça arrive trop tard. Je vous propose qu'on reste sur cette trame lancée par Céline, qui est de l'introspection sur qu'est-ce qu'on en retire. Donc moi, il me semble que vos pistes sont passionnantes et qu'on peut élargir l'exercice. Qu'est-ce qu'on n'en retire pas que quand on est expert universitaire et qu'on veut faire une nouvelle théorie sur la mafia, mais aussi quand on est acteur et quand on est en dialogue avec la connaissance. Je propose que ça soit le tout dernier temps de cette belle rencontre. On se donne 10 minutes, y compris avec mes voisins. On se donne 10 minutes, comme ça on aura fini un peu plus tôt, on a gagné du temps. Et on finira sur la piste, parce que moi je l'appelle tout de suite, il faut un temps de cette rencontre de Rome. Qui souhaite intervenir? Oui. Tout le monde peut potentiellement intervenir. Oui, Céline vient de parler du mouvant. Moi, je proposerais plutôt de parler en termes de complexité. Je pense que le thème de la complexité devrait être posé au cœur de ces problématiques-là, parce que selon mon analyse, la caractéristique principale de notre époque et de notre société dans notre époque, c'est justement d'avoir découvert la complexité. Complexité au sens systémique du terme, hein. On est dans la théorie des systèmes, donc c'est de systèmes complexes. Les phénomènes mafieux, les phénomènes d'informalité sont la découverte de la complexité dans la société. C'est-à-dire que nous avions, pour faire simple, nous avons eu toute une phase de modernité politique qui consistait en fait à créer des systèmes de gouvernement réducteurs de complexité. Pour moi, l'État, c'est d'abord ça, c'est-à-dire comment essayer de linéariser les problématiques de résolution des problèmes sociaux de façon à pouvoir introduire une logique linéaire, c'est-à-dire un problème égale une solution. Et aujourd'hui, on s'aperçoit à la fois par l'ouverture du champ théorique, mais aussi, si ce champ théorique s'ouvre, c'est parce que je crois que c'est la réalité aussi de la mondialisation qui nous oblige à penser autrement, que, par exemple, les phénomènes mafieux, les phénomènes terroristes, la mise en réseau de la société, etc., introduisent la complexité et donc doivent introduire aussi dans la démarche scientifique le même type de réponse, c'est-à-dire penser la société en termes de complexité, de systèmes complexes. Et je pense que c'est un domaine de réflexion extrêmement enrichissant qui pourrait en tout cas être un fil directeur dans justement l'étude aujourd'hui des phénomènes criminels. Les phénomènes criminels dont on a parlé sont des phénomènes de résolution de situations complexes en situation de complexité. Et je pense que là, on pourrait avoir des champs très, très intéressants de réflexion dans l'avenir. Merci beaucoup. C'est enregistré. Oui. Ouais, il me semble qu'on a une très 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 grande tradition en sciences sociales, je ne vais pas sociologie, sciences politiques, mais qui est en train de tomber en désuétude pour saisir à la fois la complexité des systèmes d'action sociale et du rôle que jouent différents types de normes, dont des normes légales, dont des normes qui, n'étant pas légales, on va les appeler informelles, mais ceux qui ont construit ces normes ne se posaient pas forcément la question de cette manière. Tradition qu'on va trouver par exemple dans les travaux de Footwhite sur le Street Corner Society. Alors, je pense que les études urbaines connaissent ces travaux-là, où un quartier
de Boston est étudié pendant 4 ans par un sociologue qui va comprendre pourquoi tout ce qui se passe dans ce quartier se passe de telle manière, donc décrypter l'ensemble des logiques, des dynamiques et des règles qui se construisent, qui évoluent dans ce quartier, et va réussir du coup à saisir voilà, comment le droit à tel endroit va avoir tel type d'action, comment la police va réussir à tel endroit à influer sur tel type de comportement, avec un dispositif empirique qui va permettre vraiment d'expliquer comment chaque paramètre de la situation dans ce système agit et provoque toute une série de comportements. Alors, on va le retrouver en France, Edgar Morin, pour moi, son œuvre majeure, c'est La Métamorphose de Plaudemet, où il fait ce type d'études sur un village breton, sur d'ailleurs une très longue durée, mais pareil, avec une enquête ultra intensive et ultra longue sur le terrain qui permet de saisir l'ensemble des dynamiques du système. Or, aujourd'hui, c'est vrai que la pression du temps sur les chercheurs fait qu'il n'y a presque plus de travaux de ce type. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de prendre le temps de passer 4 ans sans publier dans un endroit pour avoir des relations avec l'ensemble des acteurs et comprendre pour chaque acteur sa logique d'action et qu'est-ce qui influe sur lui, avec le global, le local, etc. Tout ça, on peut l'intégrer, mais ça demande énormément de temps. Voilà. Et si on voulait poursuivre le colloque, je dirais que ça serait intéressant de prendre ces questions, formalité, informalité, mafia, ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, etc., mais sous cet angle-là, c'est-à-dire comprendre comment ça s'insère dans un tissu local, dans un système local, au-delà de ces questions, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal, mais surtout qu'est-ce que les gens échangent entre eux et pourquoi, et qu'est-ce que ça leur apporte, quelles contraintes ça suppose, quelles conséquences positives et négatives ça a pour eux, etc. Merci. Oui. Je glisse en passant que ce diagnostic, parce qu'on cite du coup Morin, on cite bien une génération de chercheurs, de penseurs, d'intellectuels qui n'est plus dans le champ de la production scientifique aujourd'hui. C'est-à-dire que les nouvelles générations ne sont pas sur ce terrain. Il y a un cap qui n'est toujours pas passé. Une autre intervention. Oui, sur ce terrain, juste 2 petits points. Le premier point. On peut faire d'excellents travaux de recherche sur, par exemple, la socialisation autour des équipes de rugby dans le sud-ouest de la France. Mais ici, l'objet est pour moi différent. Il engage de notre part, de la part d'intellectuels ou d'acteurs, une question qui peut être soit morale, soit légale, soit les deux, puisqu'on s'occupe de criminalité organisée et d'une pensée qui doit permettre une compréhension meilleure et donc l'amélioration des systèmes de pensée et peut-être même donc l'amélioration, si on pense mieux, peut-être peut-on mieux combattre. Et ça, c'est très précieux, c'est très risqué en même temps. Alors c'est évident qu'en disant ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais j'avais envie de les enfoncer parce que je n'avais pas trop senti jusqu'ici cette formulation. Je suis sûr qu'elle est dans chacun d'entre nous, mais il y a un objet... comment dire, tous les exercices intellectuels se valent peut-être, mais il y a des objets qui sont importants. Et là, on a un objet important, à mon avis, de ce point de vue-là, qui est risqué parce que c'est un terrain plus que glissant. Mais l'urgence, qui est un mot qui est revenu plusieurs fois, l'urgence vient aussi du danger. Deuxième chose, il y a un travail de déconstruction. Il a été assez bien explicité par Céline Torrisi dans sa démarche de thèse. La déconstruction d'un apprentissage et d'un bagage, par exemple français, lorsqu'on approche un terrain italien. Ce n'est pas exclusivement ça le travail de recherche, mais il y a une partie de ça aussi. Et ça, c'est assez riche parce que dans le contexte actuel, on pense souvent à tort qu'il y a des compréhensions transversales, par exemple, entre les sociétés européennes qui sont faciles et fluides. Or, ce n'est pas forcément le cas. Et d'un autre point de vue, moi je mets une autre casse-tête encore, mais on a besoin de gens qui aient une expertise forte d'analyse des pays et des mécanismes en provenant d'autres pays européens. Ça, ce n'est pas une question ni de morale, ni d'utilité, mais c'est aussi, ça alimente un autre volet qui est un volet politique.
Et ce volet politique était présent aujourd'hui, hein, ou plutôt hier surtout, hein, puisqu'il y avait une participation de responsables politiques à ce colloque ou à la conférence qui a suivi. Ils étaient là, je ne pense pas qu'ils étaient forcément là pour apprendre des choses dans leur passage, mais ils étaient là pour s'associer à une réflexion et s'associer à une institution de recherche française en Italie. Voilà. Et là aussi, pour moi, c'est extrêmement précieux et ça doit être prolongé. C'est-à-dire que ce type de choses représente deux patrimoines qui pourraient être prolongés et cultivés. Merci. Merci pour avoir souligné en effet cette touche éthique qui traversait beaucoup des interventions. Céline, le mot de la fin ? Jusqu'au bout, il ne fallait pas m'inviter. Non, mais je savais, j'ai accepté le risque. Le mot de la fin peut être que un vif remerciement. Je pense qu'effectivement, il y a deux pistes à poursuivre après ce colloque, qui était celle qu'on avait en tête quand on l'a pensé et créé. Il y a bien évidemment la piste strictement académique, de nouveaux objets, de nouvelles pistes de réflexion, et il y a également la piste beaucoup plus pratique, parce que je pense que les pouvoirs publics, les institutions, les magistrats, les forces de police, les forces politiques qui ont également assisté à ce colloque, et je pense qu'ils étaient présents en grande, disons, de manière significative. Je pense qu'il y a un véritable besoin de par ces institutions et qu'il faut répondre absolument à cet appel. D'autant plus que le thème d'infiltration mafieuse dans l'administration publique locale est quand même un thème, disons que c'est le plus important dans matière de lutte contre la grande criminalité, mais je pense que la présence et la qualité des intervenants et des débats qui sont ressortis remettent à juste titre toute la lumière et la lente d'ingrandimento, la loupe sur cet aspect. Donc je pense que là, en tant que chercheur, il faut effectivement que l'on poursuive les travaux qui ont été faits dans ce colloque pour se poser en tant qu'expert et ne pas avoir peur de former les propositions sur lesquelles je passerai, parce qu'il y en a plusieurs de ce point-là. Mais pas seulement du côté italien, hein, attention, je pense que du côté français aussi, il y a une attente sur ce point, et je pense que les chercheurs qui évoluent sur un terrain français ont beaucoup à dire et beaucoup à faire sur la question du phénomène des infiltrations mafieuses au sein de l'administration publique locale. Et du point de vue de la recherche, là je pense pour le coup que l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, me semble-t-il, a été atteint. Les débats qui sont ressortis, éventuellement le débat de ce matin, est également le fruit de ce dialogue interdisciplinaire, éventuellement de petites incompréhensions, mais je ne voudrais pas encore une fois enfoncer des portes ouvertes et tenir le discours classique que l'on fait sur la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, mais là j'ai vraiment eu l'impression que le dialogue a eu lieu. Et voilà, donc je pense qu'on peut poursuivre sur cette question, donc peut-être pas des infiltrations mafieuses, mais peut-être de cette notion de formel, informel, pour éventuellement proposer de nouveaux modèles. Alors après, à définir ensemble, hein. Moi, je propose penser le mouvant, mais à voir. Voilà, donc je ne développerai pas davantage sur ces points. Vraiment, j'insiste sur les remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation, l'élaboration du colloque, à tous les professionnels, les magistrats qui étaient présents. Je pense que l'intervention, les magistrats, les forces de police et les politiques étaient vraiment une valeur ajoutée parce qu'ils se sont prêtés au jeu aussi, parce que je pense que c'est pas forcément évident d'instaurer le dialogue entre les universitaires, et je pense que des deux côtés, il y a eu un véritable effort qui me semble avoir été un succès. On verra ce qu'il en est par la suite. Bien évidemment, merci à l'École française de Rome qui nous a donné le cadre, les possibilités de mener ce dialogue qui, j'espère, n'est que le point de départ pour d'autres aventures. Voilà. Merci beaucoup. Je propose qu'on finisse par un applaudissement à Céline. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir encore des biscuits et une pause café qui nous attend en bas. J'espère ne pas m'avancer de manière erronée, sinon je dois payer le café à tout le monde.